Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes le lundi 21 décembre 2020 et nous sommes à jour de Noël -4. Qu'on soit croyant, chrétien ou mondain, c'est quand même l'une des fêtes les plus mondiales, religieuses pour les uns, fête populaire de familiarité pour les autres. Et une fois n'est pas coutume, nous vous annonçons en même temps la pensée du jour qui dit ceci: qui a la simplicité dans le cœur a toujours un sourire à offrir. Encore une fois, qui a la simplicité dans le cœur a toujours un sourire à offrir. C'est avec cette exhortation que nous démarrons cette journée et cette semaine. Pendant que nous vous saluons, vous qui nous écoutez un peu partout, sur Canal FM à Lomé ici ou encore sur Radio Courtoisie à Dapan, Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Lumière à Anéro et dans le monde entier, dans les Amériques, en Europe, en Afrique, un peu partout. Vous qui nous suivez, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Nous saluons les techniciens Victor Bouekakou, Michel Tomega et Géraud Dakoucha. Comme dirait quelqu'un, c'est eux qui transportent nos voix depuis ce studio jusqu'à vos oreilles. Eh bien, aujourd'hui, au Club de la Presse, encore et toujours, la riposte au nouveau coronavirus avec les mesures que le gouvernement vient d'annoncer publiquement et officiellement depuis vendredi. Ce qui était rumeur est devenu clameur depuis. Nous allons également parler de l'alternance qui vient d'intervenir à la tête du mouvement olympique du Togo. La loi de finances 2021, en profane, nous allons quand même partager avec vous les grands chiffres. Et puis nous allons terminer avec quelques questions de gouvernance socio-économique de proximité. Et pour cela, à nos côtés, deux confrères, deux invités, un troisième confrère qui est en route sûrement. Commençons par le doyen des confrères, Vandelin Moukpe. Bonjour. Bonjour SAS, auditeurs et auditrices de Canal FM, je vous salue. Merci. Vandelin Moukpe, c'est l'éditeur du journal La Montagne qui n'a pas paru aujourd'hui, mais le patron, l'aîné, est avec nous. En face de lui, c'est le digne fils de la Bina. Vous avez deviné Uriel Nyang. Bonjour. Bonjour Innocent, bonjour à toutes les Togolaises et à tous les Togolais, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM de par le monde. Et notamment ceux de Bouffalé. Très heureux de Kwalgou, dans la préfecture de la Bina. Oui. Didier Assoba ne va pas manquer, lui, de saluer tous les auditeurs de par le monde entier, mais avec une intention particulière à ceux qui nous suivent depuis Couvé. Didier Assoba, bonjour. Oui, bonjour Sass, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM et donc de toutes les radios partenaires et tous ceux qui nous suivent par les différents canaux. Bonjour aux parents à Couvé, bonjour à nos autres parents qui sont à Sikakondi. À Sikakondi, un peu partout. Eh bien, les deux invités, Pasteur et deux commis qui n'est plus à présenter, élu municipal dans la commune Golfe 2. Mais une grande bouche, comme dirait l'autre, le président du mouvement, Martin Luther King. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous et à tous. C'est un plaisir de retrouver encore le plateau de Canal FM en direct pour échanger sur l'actualité nationale et internationale. Et c'est un plaisir donc que tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre puissent prêter oreille attentive. Merci. Et nous avons invité Pasteur Edo Komi aujourd'hui parce que le week-end, il a publié, comme à son habitude, une libre opinion, une opinion sur les mesures que le gouvernement a prises portant couvre-feu. Nous avons souhaité qu'il soit à nos côtés lui-même pour nous faire comprendre un peu son coup de cœur, un peu son coup de gueule. Vous verrez si c'est le coup de cœur qui prime ou bien si c'est le coup de gueule. Eh bien, notre personne ressource sur la riposte au nouveau coronavirus, nous sommes encore permis aujourd'hui de faire sortir le doyen de sa retraite bien méritée. Professeur Kassan Kognon, bonjour. Bonjour et merci encore une fois pour votre invitation. Heureux d'être avec vous et bonjour à vos auditrices et à vos auditeurs. Je dirais que je vous prierai de nous excuser à chaque fois que nous vous faisons sortir.
Et à part de quoi, nous sommes là pour servir tant que notre cerveau marche bien et que nos pieds nous permettent de venir jusqu'ici. Merci. Eh bien, c'est parti. Nous démarrons avec la riposte au nouveau coronavirus, la COVID-19. Et comme nous le faisons d'habitude, nous partons toujours des chiffres tels que nous les avons découverts, tels que le ministère de la Santé et de l'Accès universel aux soins les a rendus publics hier. Eh bien, le Togo totalisait 3416 cas de contamination depuis le mois de mars. Là-dessus, il y a 3017 guéris, malheureusement 66 décès, et dans les centres de soins, 333 cas actifs. Eh bien, professeur, on constate au vu des chiffres que les contaminations augmentent toujours au jour le jour. Les guérisons suivent le même mouvement. Et depuis 2-3 jours, le nombre de cas actifs recommence à diminuer un peu. Oui, effectivement, le nombre, j'insiste sur le nombre de cas qui augmente, ou bien qui est resté un peu stationnaire parfois dans certains aspects, mais surtout dans le Grand Lomé, c'est-à-dire qui regroupe la préfecture du Golfe et la préfecture d'Aguenivé. On a une augmentation du nombre de cas. Au jour le jour. Oui. Mais avant de venir chez nous, parcourons un peu le monde, professeur. Depuis quelques jours, on peut parler d'une vague déferlante de contamination un peu partout dans le monde, et plus particulièrement dans les Amériques, États-Unis en tête. En Europe, des pays comme l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne ne sont pas du tout épargnés. Et depuis 2-3 jours, on parle même d'une mutation du virus avec une nouvelle souche qui serait plus virulente et qui serait plus contagieuse encore, au point que tous les pays voisins de la Grande-Bretagne se sont empressés de fermer leurs frontières. Professeur? Effectivement, vous avez raison. J'insiste sur cette nouvelle souche, qu'on dit qu'elle est plus contagieuse. On n'est pas encore certain qu'elle est plus virulente. Plus virulente veut dire qu'elle donne plus de gravité, mais elle est plus contagieuse par rapport à la souche qui existait auparavant. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ceux qui ne connaissent pas le mot contagieux? Ça veut dire que c'est une nouvelle souche qui se transmet plus facilement d'une personne à une autre lorsqu'elle arrive dans une communauté, dans un pays, etc. Voilà ce que je peux dire. Ça veut dire, professeur, que nous sommes très loin d'être sortis de l'ornière. Bien sûr, et que nous devons nous protéger, encore une fois. Et on doit faire tout, quand on dit protéger, on doit faire tout pour que cette nouvelle souche n'arrive pas chez nous, ou bien si elle arrive, nous avons les mesures nécessaires, les mesures barrières pour se protéger contre cette souche. Eh bien, concomitamment, c'est le phénomène des vaccins sur lesquels les chercheurs, les laboratoires rivalisent d'ardeur, et de plus en plus de grands pays développés se mettent au vaccin, alors que chez nous ici, dans les pays pauvres, dans le Togo, nous continuons à scruter le ciel. Professeur? Non, il faut savoir quand même, vous avez eu les informations, qu'il y a une initiative qu'on appelle COVAX au niveau de l'OMS qui permet de rendre disponibles des vaccins pour 20% de la population de nos pays qui n'avons pas les moyens. Mais maintenant, ce qu'on peut dire, quand est-ce que ces vaccins seront disponibles à notre niveau? Et vous savez également qu'il y a plusieurs types de vaccins. Et les premiers types de vaccins qui ont été approuvés par la plupart des pays, ce sont des vaccins qui se conservent à moins 70, moins 80 degrés. Et que dans la plupart de nos pays en développement, nous n'avons pas cette capacité de conservation. Donc ça veut dire qu'il faut attendre qu'on puisse avoir peut-être la deuxième catégorie, qui est celle qui est conservée à des températures qui ne sont pas très très basses, ou bien que nos pays aient la capacité d'avoir l'équipement nécessaire pour conserver ces vaccins à moins 70, à moins 80 degrés, ce qui veut dire qu'il faut commander des systèmes de refroidissement qui permettent de conserver ces vaccins à cette température
depuis notre capitale jusqu'au coin le plus reculé du pays. Professeur, tout cela paraît aléatoire pour nous, pour le moment, mais ce qui est à notre portée, professeur, c'est les gestes barrières. Ça, nous le pouvons parce que ces mesures sont à notre portée. Merci beaucoup. D'où la nécessité donc de continuer à appliquer les gestes barrières en attendant que les vaccins puissent arriver. Merci. Et pour nous amener de gré ou de force à respecter ces mesures barrières, le gouvernement a décrété depuis vendredi dernier un couvre-feu. Et comme l'écrit si bien un journal, nous sommes déjà au deuxième jour du couvre-feu. Revue de presse avec Méga Info. Uriel Enyang, rebonjour. Rebonjour, Cess. Vous écrivez que dans cette dynamique de Covid-19 et de fête de fin d'année, le gouvernement togolais a restreint les libertés, et ceci pour sécuriser les populations. Tout à fait. Et à notre vision, nous pensons que c'est pour sécuriser la population, parce que lorsque vous observez les mouvements des uns et des autres, s'il faut laisser la masse continuer dans ce genre de mouvements en cette période de fête, nous pensons qu'au lendemain, on va s'en sortir avec des cas plus pléthoriques que les centres de santé vont supporter très difficilement. Je pense que c'est dans cette logique que le gouvernement a pris l'initiative à travers ce communiqué que nous avons tous lu. L'initiative qui a amené le gouvernement à restreindre les mouvements des populations, dire par exemple que le couvre-feu s'étend de 22h à 5h du matin. Je pense que c'est une limitation qui oblige les gens à ne pas aller très tard dans la nuit, dans les réjouissances, parce qu'actuellement, nous avons déjà des difficultés. Certes, nous respectons les mesures barrières, mais les difficultés de prise en charge des cas qui sont déjà dans les hôpitaux, ces difficultés sont déjà énormes. Maintenant, imaginez, figurez-vous qu'au lendemain des fêtes, on se retrouve avec des milliers de cas de contamination. Ça serait très difficile. Et vous-même, vous aurez de la peine à vous retrouver sur ce plateau parce que vous allez vous poser des questions si les confrères que vous avez invités à ce nombre-là ne font pas partie des contaminés. Donc, ceci, nous apprécions à sa juste valeur ces mesures. En somme, restreindre les libertés pour sécuriser la population, écrit Méga Info pendant que Togo Matin écrit que des mesures restrictives ont été prises pour le bien-être sanitaire et social des Togolais. Autre journal, c'est le journal du Togo qui écrit, lui, à la page 6, que dans la dynamique de la lutte contre la Covid-19, le couvre-feu qui vient d'être décrété en période de fête, les libertés fondamentales mise de nouveau en quarantaine. Alors, professeur Kassankognon, c'est vrai que nous en parlons depuis 2 voire 3 semaines, mais comme je le disais, ce qui s'annonçait comme rumeur est devenu finalement clameur depuis vendredi. Alors, voulez-vous nous rappeler ce qui a amené les plus hautes autorités togolaises à décréter ce couvre-feu qui court depuis le 20 décembre 2020 jusqu'au 3 janvier 2021. Bon, pour rappeler, il faut revenir, disons, 3 ou 4 mois en arrière. À partir du 20 juillet, quand j'ai regardé les données, le nombre de cas a commencé par augmenter sur l'ensemble du territoire togolais. Et à partir du 20 juillet aussi, de temps en temps, on a constaté ce que nous appelons des cas groupés ou bien des cas clusters. Dans certains services, ça peut être aussi dans certaines structures. On a eu tout récemment, quand je dis tout récemment, il y a de cela un peu plus d'1 mois, des cas groupés au niveau de la préfecture de Yota, en particulier au niveau de l'usine de cimenterie, Ouassem. Il y a eu également quelques cas groupés dans certaines préfectures et surtout au niveau de la capitale, depuis pratiquement 3 mois, on a constaté une augmentation continue et progressive des cas. Maintenant, quand on analyse, on se rend compte qu'il y a des mesures de sensibilisation qui sont prises depuis un certain temps. Et malgré ces mesures de sensibilisation qui sont prises, le nombre de cas augmente. Alors,
on sait également que le virus, c'est l'individu qui le transporte d'une zone à une autre, ou bien le virus est transporté par les humains. Donc c'est au cours des rassemblements, c'est au cours des rencontres que la transmission se fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant les fêtes? Nous savons que pendant les fêtes, c'est à cette période que les rassemblements sont à leur maximum. Regroupement de familles, regroupement au niveau de certains lieux de culte, et etc. D'où la nécessité pour réduire, et nous disons dans notre jargon, pour couper la chaîne de transmission, il fallait prendre des mesures, et je pense que c'est ce que le gouvernement a fait. Si vous regardez ces mesures, les mesures sont différentes entre la région de Grand Lomé, qui regroupe la préfecture du Golfe et la préfecture d'Aguanivé, et le reste du pays. Et ça, c'est lié au fait que la plupart des cas, comme je l'ai dit, l'augmentation, c'est surtout dans la grande ville de Lomé. Voilà ce que je peux dire. Merci Didier Assogba. Donc ces mesures sont rendues publiques et respect obligatoire depuis vendredi dernier. Ça a commencé depuis hier. Et comme le disait le professeur Kassankognon tantôt, il y a quelques variantes dans ce couvre-feu. Oui, des variantes. Le gouvernement, comme on a dit, avait réfléchi à la situation, parce qu'un couvre-feu pur et dur en cette période pourrait irriter plus d'un. Et donc, il a fallu réaménager un peu les heures à des dates données, notamment en ce qui concerne les dates du 24 et 25, les 31, le 1er janvier. Le couvre-feu a été réaménagé un peu, même si personnellement le gouvernement aurait pu mieux faire sur la ligne. Je pense que c'est déjà des mesures auxquelles on s'attendait dans l'ensemble, parce que ça fuitait un peu partout, même si un temps le gouvernement a cherché à démentir, ça se confirme par la suite. Et donc on savait qu'il y avait couvre-feu, on savait également qu'il y aurait d'autres mesures restrictives. Et on avait pensé que les mesures restrictives, comme par exemple ne pas aller boire dans les bars, ou les bars et les discothèques, les lieux de réjouissance et d'attraction qui demeurent pratiquement fermés, parce que c'est de cela aussi qu'il s'agit, et qu'il était interdit aux gens d'aller boire dans les bars sur la période du couvre-feu. Cela amenerait le gouvernement à ne pas décréter un couvre-feu aussi comme ça, mais quand on interdisait donc les regroupements. Mais le gouvernement a ses raisons, comme on a l'habitude de dire, a ses raisons que nous n'avons pas des éléments dont nous disposons pas certainement, et donc a décidé de mettre le couvre-feu. Mais je pense fondamentalement que si on a pu donner des dérogations pour certaines manifestations, notamment la quinzaine commerciale, ici on aurait pu peut-être faire une dérogation spéciale pour les confessions religieuses, notamment les chrétiens, pour la date du 31, la nuit du 31 peut-être. Si on a pu lever le couvre-feu depuis le mois de juin, et jusqu'à ce jour, aucune nuit n'a tué, et donc je pense qu'on pourrait laisser une nuit, la nuit de 31 décembre aux chrétiens, afin de pouvoir observer leur... De nombreuses personnes ont émis, et évidemment, donc je pense que prise en compte. En dehors de cela, ces mesures sont à apprécier, parce que le gouvernement parce que c'est pour la première fois dans cette histoire-là que les bars sont fermés. Les bars ne sont pas fermés. Ne sont pas fermés, sauf que on va reprendre les mesures. Selon ce que le gouvernement dit, c'est la première fois que le gouvernement se prononce dans la liste de mesures sur la conduite à tenir au niveau des bars. Et ça n'avait jamais été le cas dans les premières dispositions prises. Je pense que ça, c'est déjà à saluer. Quand on dit que les lieux d'attraction, discothèques hermétiquement fermés, un certain nombre, la plage et tout ça, il est interdit d'y aller. Donc c'est des choses à saluer dans l'ensemble, sauf que on pense que le gouvernement peut toujours, si on a pu donner des dérogations aux gens d'aller faire une fois, on peut donner également une dérogation
pour une nuit seulement. Merci. Et merci. Pour ce qui est des bars, les discothèques, les dancing sont fermés depuis. Pour les bars sont ouverts tous les jours jusqu'à 18h. Mais vous pouvez y acheter les boissons. Mais vous ne restez pas là-bas pour les consommer, vous les achetez et vous venez consommer chez vous en famille. Eh bien, le couvre-feu même, un cours du 20 décembre au 3 janvier dans le Grand Lomé. Le Grand Lomé qui s'entend, préfecture du Golfe et d'Aguenyeve, soit de la plage au sud jusqu'à Détikopé au nord et à l'ouest, depuis Adidogomé, Segbe, Zanguera, pour finir à Baguida, à Vepozo. Ça, c'est le Grand Lomé. Le même couvre-feu qui couvre maintenant tous les territoires du Togo, les 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier 2021. Eh bien, Vandelin Moupé, comme le gouvernement le dit dans son communiqué, cette décision a été prise sur avis du conseil scientifique, mais le gouvernement a également dit avoir consulté beaucoup d'acteurs, dont les préfets, les élus municipaux et les leaders religieux. Et même les opérateurs dans le domaine du tourisme et autres. Oui, le gouvernement est dans son rôle. Il y a un conseil scientifique qui est là et il a agi à partir des recommandations du conseil scientifique. Ce n'est pas là mon inquiétude. Mais dans l'application du couvre-feu, il faudrait être un peu souple. On va y venir. Oui, voilà. Donc, je ne peux pas commencer à critiquer cette mesure de couvre-feu. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, quand le professeur a exposé l'augmentation des cas de Covid, j'avais beaucoup à dire là-dessus. Parce que à l'intérieur du pays, je crois que la sensibilisation, soit elle est insuffisante, soit elle est mal menée. Et je m'explique. Voyez-vous, dans les préfectures, dans les cantons, partout au Togo, chaque jour que Dieu fait, c'est des dizaines de gens qui meurent dans les hôpitaux, des AVC, des diabètes, des autres affections. Mais les gens les voient mourir tous les jours de ces affections. Or, quand quelqu'un, par exemple, est à Niamtougou, est de Niamtougou, il est à Lomé. Si c'est à Lomé, il est atteint de Covid-19. Il meurt, on l'enterre immédiatement ici. Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens de Niamtougou soient au courant que leur frère qui est à Lomé est mort du Covid-19? Parce que beaucoup de populations à l'intérieur du pays ont été confrontées à se bagarrer un peu avec les forces de l'ordre au niveau des manifestations traditionnelles. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre qui meurt du Covid-19 et ils ne le voient pas. C'est important. Parce que si les gens de l'intérieur ne croient pas qu'il y a le Covid-19, parce que moi j'ai dit, j'ai beaucoup d'informations, il y a beaucoup de grabuge entre les forces de l'ordre et les populations quand elles voulaient manifester, disons, pour des fêtes traditionnelles. Pourquoi? C'est qu'elles ne croient pas. Elles ne croient pas. Or, c'est justement, je crois, le travail du ministère de la Santé. Ce n'est pas une honte d'aller dire à une population quelque part, celui-ci, là, il est mort, là, il est mort du Covid-19. Les Blancs, eux, communiquent. Quand un grand meurt du Covid-19, ils disent sur les ondes partout que tel monsieur, même quelqu'un qui a 96 ans, comme Giscard d'Estaing, ils disent qu'il est mort du Covid-19. Il est déjà mort, il ne peut plus avoir honte. Donc, il vaut mieux aller dire ça à sa communauté. Si on ne le dit pas, et on se tait comme ça, on prend les gens à Lomé, ici on les enterre, ben, c'est très grave. Et il y a tout un débat là-dessus, mais le débat reste ouvert. Revenons sur les restrictions de liberté contenues dans le couvre-feu. Alors, il y a beaucoup de condamnation, d'indignation, n'ayons pas peur des mots sur ces mesures, en tout cas d'incompréhension. Au nom de cela, on peut vous citer, vous, pasteur Edo Komi, pasteur de votre État, vous semblez ne pas comprendre le bien fondé de ce couvre-feu, plus particulièrement sur les dates 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier. Oui, ça, je voudrais d'abord rectifier. Je ne m'attaque pas à la décision du gouvernement,
Mais en tant que citoyen, je suis un élu local, je suis maire, donc j'ai juste fait sortir, relever certains manquements. Et je crois que c'est ce qui est important, très important pour les citoyens, de ne pas avaler tout droit, tout ce que le gouvernement dit. Ça, ce ne serait plus une démocratie. Donc il faut que les citoyens arrivent quand même à relever les manquements s'il y en a dans les décisions des dirigeants. Et c'est ça la démocratie. Et moi, je m'inscris dans cette dynamique. Tout le temps, c'est ce que je fais. Je le fais pas pour critiquer, mais pour dire qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ce que vous avez fait, voilà ce que vous auriez pu faire. Voilà, je veux recadrer. Vous êtes dans votre droit. Oui, je recadre bien les choses. Et comme il s'agit de couvre-feu, nous avons fait une analyse. Moi, j'ai fait une analyse au nom de notre mouvement. Nous avons fait une analyse au niveau de couvre-feu, et nous avons estimé quand même que au moment où au fait, la situation, la décision en soi n'est pas encore mauvaise, puisque quand vous prenez aujourd'hui la sous-région, le Togo, c'est vrai quand même que n'est pas un pays aussi plus infecté. Enfin, c'est l'un des pays les moins affectés par la situation. Quand on fait le tour des pays, on sait que malgré ce qu'on nous dit, l'alarme qu'on donne, c'est pour prévenir, c'est pour notre santé. Nous sommes parfaitement d'accord. Et il faut quand même, dans notre opinion, libre opinion, nous avons félicité même nous avons commencé par féliciter la coordination pour le travail qui est fait. Mais au même moment, s'il y a des manquements, il faut que nous le disions. Et c'est ces manquements-là, nous estimons quand même que nous sommes à la fin de l'année. Moi, je prêche d'abord pour ma chapelle en tant que pasteur. Je prêche pour ma chapelle en tant que pasteur, et j'ai pris les aspects qui nous concernent davantage. Et justement, ce sont ces aspects-là qui nous intéressent. Oui, ces aspects, nous sommes à la fin de l'année. Les lieux de culte ont été fermés depuis mars, depuis le 20 mars. Depuis le 20 mars, et il y a eu une ouverture progressive. Et maintenant, à la fin de l'année, où nous avons quand même passé par une année qui est très éprouvante. Pour nous, il est question que les croyants, je ne parle pas seulement de l'église, je parle des croyants, les musulmans et autres, les croyants se retrouvent dans la ferveur habituelle pour d'abord remercier le Seigneur, remercier Dieu pour cette année, et puis prier dans cette ferveur-là pour l'année prochaine. Pour moi, c'est très important. Et quand on prend 24 et 25, où il y a une certaine légère, il y a un aménagement, oui, un léger aménagement. Il y a une heure qui est aménagée sur le couvre-feu. Bon, la question qu'on peut se poser, est-ce que à partir de 23 heures à là, est-ce que le virus circule plus? Moi, c'est la question. Banalement, c'est banal. À partir de 23 heures, est-ce que le virus circule plus que par les heures antérieures? Voilà, c'est la question que nous sommes posés. Et surtout, quand nous rentrons, il y a un lien spirituel très fort entre le 31 décembre et le 1er janvier, pour que les gens puissent rentrer dans une nouvelle année. Hein? Et il y a c'était un lien spirituel fort qu'on ne doit pas banaliser. Nous estimons que, moi je me suis même amusé à dire que, à l'allure où vont les choses, c'est comme si le coronavirus est de nationalité togolaise et que les gens essayent de polir. On polit tellement, pour moi on polit trop l'image de ce virus. Et finalement, les mesures qu'on va prendre, on le prend dans une certaine crispation. Il n'y a pas tellement une certaine cohésion dans la prise de ces décisions. Et nous disons que nous demandons, moi-même j'ai échangé avec le ministre de l'administration territoriale sur ce sujet, et tel que je le lui ai dit. C'est la même chose ce que je suis en train de dire sur les médias, c'est ce que j'ai dit au ministre de l'administration territoriale, pour lui dire que au moins nous devons aller jusqu'à 1 heure. C'est-à-dire de 23 heures là, il faut aller jusqu'à 1 heure. Le passage symbolique de l'année 2020. Voilà, cet aspect est très important. J'ai évoqué ça juste après le communiqué. J'ai évoqué ça avec le ministre de l'administration territoriale et il a donné ses explications. Moi aussi, je lui ai donné les miennes. Je lui ai dit que pour nous permettre il faut traverser cette année éprouvante-là pour rentrer dans une nouvelle année, dans une ferveur spirituelle. Et ça, c'est très important. Merci. Au même moment, je voudrais juste aborder l'autre aspect. Là-dessus, professeur Kassankogno, le pasteur Edo a souligné un aspect vraiment important pour les religieux. C'est la ferveur avec laquelle ils auraient souhaité assister
à la naissance symbolique de Jésus dans la nuit du 24 au 25 décembre, et surtout le passage symbolique de l'année finissante à la nouvelle année 2021. Voilà les raisons qu'ils ont évoquées. Alors, scientifiquement ou bien médicalement, qu'est-ce qui aurait fait que ces doléances n'ont pas été prises en compte par le gouvernement? Bon, si j'ai bien compris... Le micro, s'il vous plaît. Si j'ai bien compris le pasteur, il a dit que le virus, est-ce qu'après 23 heures, le virus ne circule pas? Non, circule plus. Circule plus. Oui. Je dirais non, il ne circule pas plus. Mais si on va au-delà de 23 heures, j'ai noté que ce ne sont pas uniquement les musulmans ou bien les chrétiens qui seront dehors. Donc il y a d'autres personnes qui vont profiter pour être dehors. Voilà ce que je peux dire. Parce que quand je prends les pourcentages que j'avais il y a de cela quelques années sur le pourcentage, la proportion des chrétiens dans la population togolaise, la proportion des chrétiens dans la des musulmans dans la population togolaise, j'avais des chiffres autour de 17% pour les musulmans, autour de 30% pour les chrétiens. 33%. Okay. Bon, donc le pasteur vient de corriger que c'est 33%. 33% selon les derniers chiffres. Donc si on fait les deux, on arrive à 50%. Bon, donc ça veut dire que pendant cette période, il y a quand même les 30% qui seront dehors, mais si on va au-delà de 23 heures, il y a toujours ceux qui profitent, qui ne sont pas obligatoirement des chrétiens ou des musulmans, pour être dehors, et qui vont également favoriser la propagation par les mondanités. Voilà. Et c'est ce que le gouvernement a voulu prévenir. Moi, je ne suis pas le gouvernement, je ne suis pas conseiller du gouvernement, mais je donne des éléments scientifiques. Oui, ok. Maintenant, voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si... Oui, ok. Le débat circule, Uriel? Oui, tout à fait. Moi, je voulais intervenir sur deux aspects. Je dirais, commençons par le dernier. Vous savez, au-delà de 23 heures, c'est mon point de vue. Au-delà de 23 heures, moi, je trouve que les gens vont perdre le contrôle. Vous voyez, les gens qui commencent par boire depuis 20 heures jusqu'à 20... Nous ne parlons pas des églises. Je ne parle pas de l'église. Mais je parle de la masse commune. Les gens qui commencent par se réjouir depuis 20 heures, vous allez remarquer qu'à partir de 22 heures, 23 heures, ils perdent carrément le contrôle. Et le fait d'essayer de respecter les mesures barrières, on s'écarte carrément et on peut créer problème. Oui, à ce niveau-là, il faut vous rappeler que le gouvernement interdit déjà que les bars soient ouverts la nuit, et encore moins que les gens restent ensemble pour consommer dans les bars. C'est encore une preuve. Deuxième aspect, le dernier, vous voyez, ce que je n'arrive pas à comprendre. Le gouvernement dit avoir discuté, échangé avec les autorités religieuses. Et pourquoi celles-ci n'ont pas eu cette vision-là de poser le problème de la ferveur qui concerne les religieux du 24 au 25 et du 31 au 1er. Oui, et donc, comme il a dit, il a eu à le dire de vive voix devant le ministre, mais le ministre et le gouvernement ont dû avoir d'autres éléments en considération pour ne pas tenir compte de leurs doléances. Il lui a dit ça avant le communiqué ou après? Je crois que bien avant. Oui. Bien avant, le micro. Bien avant, nos collègues ont vraiment évoqué le sujet. Nos collègues ont vraiment échangé. Et même après le communiqué, c'est après le communiqué que j'ai échangé avec le ministre. Moi, je n'étais pas convié. À la rencontre. Okay. Mais j'ai été représenté. Et mon représentant m'a clairement fait savoir que le sujet a été évoqué. Maintenant, après le communiqué, j'étais non, quand même. Au moins le 31, c'est pour tout le monde d'ailleurs. Le 31 ne sont pas seulement les chrétiens ni les musulmans, c'est le monde entier qui espère crier bonne année dans un lieu où, avec le sacré, où on est en train, je parle de sacré juste pour ne pas parler seulement de chrétiens. Ailleurs, les gens aussi vont faire leur truc, donc c'est pourquoi je parle du sacré. C'est le moment de renouvellement de l'alliance avec le sacré. C'est ce que merci. La préoccupation est, on peut la comprendre, mais juste pour dire que
Hein, au Togo encore, le couvre-feu commence à 22h. Mais Oui. en France, Oui. le couvre-feu commence déjà à 20h chez eux Oui. et ça veut dire 19h chez nous. Oui. Donc c'est une mesure Oui. restrictive Planétaire. que nombre de gouvernements se sont vus obligés de prendre de par le Quand vous monde prenez entier. l'Afrique de l'Ouest, le Togo est le seul pays en matière de couvre-feu. Ok, oui, Didier. Bien sûr, ça, on comprend que le gouvernement est préoccupé par le bien-être, la protection de la population. Et ça, je pense que la population togolaise a adhéré à ces mesures prises par le gouvernement depuis le début, depuis le 20 mars. Ah, c'est vrai. Il n'y a jamais pratiquement eu de critique par rapport à ces mesures prises par le gouvernement, si ce n'est seulement en cette fin d'année où des gens demandent au gouvernement Une délégation spéciale. Oui, j'ai dit tout à l'heure, le gouvernement a donné une dérogation spéciale à une foire de se tenir ici à Lomé. Ben, si on peut tenir une foire, On peut également pourquoi permettre que les gens on ne prient peut pas- un peu pourquoi plus est-ce qu'on- longtemps, voilà, un peu plus pourquoi est-ce longtemps la qu'on- nuit. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas célébrer Oui, oui. des cultes dans la nuit? Et surtout qu'on dit, Uriel a dit que des gens vont peut-être perdre saouler. le contrôle et tout. Le gouvernement a dit qu'il n'y a pas à consommer sur place. Il interdit de regroupement de plus de 15 personnes. Il interdit les nightclubs et les bars dancing, tout ça, fermé. c'est fermé. Oui. Les bars traditionnels, genre est fermé. Tukutu, Tout est Sodabi fermé. et tout ça. Et Tchapalo Tchapalo, tout ça, c'est tout ça, fermé. c'est fermé. Fermé. Maintenant, si des gens vont à l'église, à partir de 23h, et que des gens ne peuvent pas aller se regrouper dans les bars. Le et tout, débat, où est le contrôle on va écouter Vandelin Voilà. là-dessus, puis nous passons au point suivant. Vandelin, Non, ma présence serait inutile sur ce plateau si tu ne m'avais pas donné la parole. Non, non, c'est pour ça que Non, Pour réagir Oui, sur cette question, Mhm. on dit généralement que celui qui aime entendre la vérité doit écouter les fous. Je suis sur ce plateau en tant que journaliste, donc considérez-moi comme un fou. Un bon fou dans ce cas. Non, nous sommes en direct. Je ne connais pas le cas de l'église du pasteur Edo. Mais avant de venir ici, c'est hier seulement qu'un prêtre d'une église catholique, moi mon église, elle est aussi catholique, m'a approché pour me dire, tu vois, le vrai problème qui se pose, c'est que moi, dans ma paroisse, je ne vais pas citer la paroisse, mais si quelqu'un me suit, quand je quitte, il me suit, il me demande, je vais citer. Oui. Je fais par semaine 3 200 000 de recettes. 3 200 000 de recettes, c'est-à-dire les cotisations. Mhm. Les quêtes. Les quêtes, parfois on cotise 8 fois. Et donc, un budget comme ça de 3 millions, chose 200. En 52 semaines, si c'est une année, ça fait combien? 166 millions, pour ceux qui savent calculer. Mhm. Donc, il se plaint parce qu'il est en train de perdre tout ça là. Non. Laisse, non. S'il vous plaît, Non, s'il vous non, plaît. non, Non, Edo. S'il vous plaît. Le Non, débat est pluriel. J'ai dit de me prendre comme un fou. Ok, allez-y. Ce que j'ai dit, si je ne le dis pas, ce n'est pas bon. Parce que je suis chrétien. Oui. J'ai été formé par des prêtres blancs. Disons que vous êtes même un prêtre raté. Voilà, qui nous ont amené la religion catholique. Je les ai observés. Et j'ai constaté que les messes que ces blancs-là qui nous ont apporté la Bible durent seulement 39 minutes. 39 minutes. C'est-à-dire que pour les musulmans, c'est 5 minutes. Eux, c'est 39 minutes. Ils nous expliquent à Chaminade que la prière, c'est le dialogue entre un homme, c'est-à-dire la créature, et le créateur. Et la meilleure prière même, c'est dans le silence. Dieu a donné les 10 commandements, c'est dans le silence, avant le lever du jour. Tout dans le silence. Donc, et ils disent que, parce que tout le reste, ce n'est pas parce que vous êtes 100 à prier que Dieu va exaucer vos prières. Parce qu'il y a des prières négatives.
et c'est un prêtre blanc qui me dit, j'ai dit qu'est-ce qu'on appelle prière négative. Il dit pas ça. On va pas. On va faire le débat sur les religions. Oui, j'ai dit cela parce que j'ai dit que je ne connais pas le cas de l'église. Il y a des exceptions. Mais pour vous, ce sont des considérations quelque peu mercantiles qui diraient certains leaders religieux. Quelqu'un m'a approché pour me dire ça. Donc je ne raconte pas des histoires. Merci. Donc le débat reste ouvert. Je vous comprends. Non. Il faut que nous évoluions un peu. On a écouté les points de vue des points de vue des autres. On peut apporter une précision. C'est sacré. On peut apporter une pas sacré. Il faut. Ouais, mais nous parlons de choses sacrées dans une tribune laïque. Donc souffrez qu'on évoque. Autre crainte, s'il vous plaît. Autre crainte liée à la réintroduction du couvre-feu, c'est la crainte. La crainte justement des exactions et des dérapages qu'on a connus malheureusement par le passé. À ce sujet, Liberté écrit couvre-feu oui, exaction ou permis de tuer non. Et on a vu également le ministre de la Sécurité sortir encore. Hier, il était encore sur le plateau de la télévision nationale pour expliquer encore le couvre-feu. Il a également parlé des instructions qu'il a donné à ses agents pour qu'il n'y ait pas dérapage ni exaction durant ces 2 semaines de couvre-feu. Mais malheureusement, Didier Assogba, Uriel Enyang, hier, il y a une nouvelle qui est tombée de la préfecture de Tchamba, un malheureux incident. Il faut en parler afin d'attirer l'attention de tout le monde sur les comportements des uns des autres durant ces 2 semaines. Didier Assogba. Oui, un sergent de la gendarmerie, donc un maréchal de logis qui se plaindrait donc d'une nuisance sonore dans une barre en face du checkpoint qu'il tenait. Et il serait allé demander donc une diminution de volume ou l'arrêt de la musique, demande à laquelle il a été opposé une fin de non-recevoir. Et donc, selon le ministre de la Sécurité, il s'en est suivi une altercation entre le gendarme et donc 3 jeunes du village. Et donc, c'est à la suite de l'altercation que le gendarme a tiré sur un des jeunes et qui repartait à son poste pour se suicider lui-même après. Voilà, c'est des incidents. Et le ministre a pris soin quand même de préciser qu'une enquête est ouverte, mais que les forces de l'ordre et de sécurité doivent être professionnelles. Parce que là, tel que c'est décrit, cette affaire-là, ça veut dire que c'est... Bon, je ne sais pas quelles sont les motivations ou si quelque chose le poursuit, ce monsieur, mais on ne peut pas juste aller demander, diminuer un peu le volume. On dit non, c'est pour vendre de la bière ou quelque chose. Et éteignez la musique, arrêtez la musique, les gars refusent. Et puis tu sors ton arme, tu tires sur des gens, mais si c'est comme ça, notre gendarmerie, si ça doit être comme ça, les forces de l'ordre, ce malheureux incident qui s'est passé de la préfecture de Tchamba, et une fois n'est pas coutume, le ministère de la Sécurité a parlé lui-même de ce malheureux incident. Comme je le disais, Uriel Enyang, ce malheureux incident doit nous apprendre, nous tous, nous citoyens, même si on n'est pas toujours d'accord avec le couvre-feu, c'est une mesure qui vient d'être prise par le gouvernement. Le citoyen est tenu de la respecter, à moins de se plaindre devant la justice. Ça, c'est pour nous les citoyens. De deux également, et comme le ministre Yark l'a dit, il faudra que les gendarmes et les policiers de la FOSAP comprennent qu'ils doivent faire respecter le couvre-feu, mais en respectant les droits également de leurs concitoyens. Mais il faut préciser que c'était pas un incident qui s'est produit dans le cadre du couvre-feu. Oui, je sais. Hors couvre-feu. Non, moi je vais parler des deux, l'incident et le couvre-feu. Je commence par moi-même. Moi, je vais respecter ce que le gouvernement a pris comme mesure. Je ne veux pas de problème. Je vais faire respecter ces mesures-là par ma famille aussi. Je dirais à tout le monde, respectez, ne sortez pas, ne dépassez pas telle heure. Si quelqu'un dépasse, il tombe dans le piège, je ne vais pas intervenir. Maintenant, en ce qui concerne les forces de l'ordre, je pense que leur ministre de tutelle a tout dit. Ce n'est pas la première fois qu'on prend des mesures comme ça et que les forces de l'ordre ne l'assurent pas avec professionnalisme. Certains ne le font pas avec professionnalisme, avec insertion d'éthique. Les gens sciemment interviennent d'une façon très, excusez-moi, un peu inhumaine.
quelqu'un qui est de passage, on n'a rien à lui reprocher. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi il a dépassé telle ou telle heure, on se met à le bastonner, on se met à le blesser. Des fois même, on s'en sort avec des cadavres. Alors que ces mesures-là ne devraient pas nous amener là. C'est juste pour nous protéger, nous tous. Je pense que cette fois-ci, on n'aura pas un hôtel de sacrifice humain. Parce qu'on prend des mesures, c'est pour protéger les populations. Si au lendemain de cette mesure-là, on compte des morts, non pas des morts issus de la Covid-19, mais des morts issus des tirs, des bavures, ça c'est pas normal. Je pense que cette fois-ci, les forces de sécurité et de défense, ils vont prendre les dispositions pour que nous soyons tous vivants. Et comme là, le ministre Yack s'y a pris par pédagogie, il a sorti un communiqué, il est même écouté sur la TVT hier, il a parlé à nous tous, citoyens également, ces éléments. Pasteur Edo, vous défensez des droits de l'homme surtout, il faut rappeler encore à nos frères, à nos amis, les gendarmes et les policiers, de faire respecter la réglementation, mais tout en respectant également les droits sacrés de leurs concitoyens. Oui, naturellement, je crois que cet aspect est très important pour nous. Parce que chaque fois, on se rappelle des moments difficiles que nous avons connus lors de la première, au début du couvre-feu, ce que nous avons connu, les bavures policiers, les morts d'hommes que nous avons connus. Et en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, n'avons pas passé au-dessus de la cuillère pour dire exactement que si il faut, on est dans la dynamique de préserver les vies humaines et que pendant le couvre-feu, l'événement après l'événement, s'il faut le dire ainsi, qui devait prévenir la vie des gens et que les gens tombent, là apparemment il y a problème. Il y a un problème. Donc c'est pour dire que le ministre Yack a tellement compris la situation. C'est que cette fois-ci, il faut que les forces de sécurité se comportent de la manière la plus noble possible pour éviter qu'il y ait de gravuge, qu'il y ait de bavure et surtout qu'il y ait de mort. Je crois que il a déjà, en amont, il a déjà prodigué, il a parlé aux agents de sécurité. Donc je crois que les instructions sont données pour qu'on ne se retrouve pas dans les travers de ce que nous avons connu. Donc je crois que le premier jour c'est déjà passé. Pour le moment, il n'est pas signalé quand même ce genre de choses. On a seulement eu un audio qui circule, que bon, ce n'est pas encore l'heure, mais les forces de sécurité sont déjà, mais ça, ce n'est pas vérifié. On a seulement écouté l'audio là, mais ce n'est pas encore l'essentiel. Donc, je crois que cette fois-ci, les forces de sécurité vont se comporter normalement pour qu'à la fin de ce couvre-feu, qu'il n'y ait pas de grabuge et qu'il n'y ait pas de violation de la dignité, l'espoir est permis que et les citoyens et les éléments de la sécurité, chacun comprenne clairement le sens, les citoyens aussi, du couvre-feu et les comportements à adopter. Et surtout ne pas provoquer aussi les forces de sécurité. Oui, ce que le pasteur Edouard dit là, je suis à 100%. Je crois que c'est une éducation que nous devons donner aux gens, disons aux gens dans nos familles, parce que dans le monde entier, que ce soit la police, la gendarmerie, c'est des services où les gens travaillent sous pression. Les gens ne le savent pas, mais ils travaillent sous pression. C'est pas comme les civils. À peine peut-être ils rentrent et ses chefs l'appellent parce qu'il y a une attaque quelque part, il y a quelque chose, ils travaillent sous pression. Donc lorsque tu approches même quelqu'un en arme, il a l'arme, s'il dit halte, même si tu penses que tu as raison, il faut au moins être humble. Et ça a commencé par une phrase de l'humilité ici. Si vous avez l'humilité dans le cœur, la simplicité, vous allez vous arrêter. Vous allez vous arrêter, vous lui expliquer. Dans tous les cas, si quelqu'un vous a interpellé, c'est fini. Si vous tentez trop de tirer, de contester, même quand il fait le rapport, ses chefs diront que monsieur, voilà, eux, ils vont regarder le rapport de leur patron et de leurs éléments et ils lui donnent raison. Donc c'est à nous de savoir, de nous comporter. Moi je sors, par exemple, on n'a pas fermé les pharmacies de garde, on ne fermera pas. Les cliniques ne seront pas fermées. Ça veut dire que pendant la période du couvre-feu, des gens auront besoin d'acheter des produits à 1 kilomètre de chez eux parce que la pharmacie qui était à côté est fermée. Ok? Maintenant, le gendarme qui a
beaucoup bossé, il est épuisé, et la nuit, vous voyez, donc, il risque de voir quelqu'un comme ça, il commence à dire que tu vas où. Donc, toi, il faut calmement l'approcher. S'arrêter. Tu t'arrêtes là. Il faut t'arrêter. C'est ce que je vous dis. Chaque jour, on dit les bavures militaires, policières aux États-Unis, le pays où les gens dégainent le plus facilement. C'est que dès qu'ils ont dit halte là, tu veux faire un pas, ils dégainent. Voilà. Donc, ça veut dire que nous devons éduquer les gens de nous. Pas des gens vont mourir bêtement. Tu seras déjà mort. On dira c'est une bavure, mais tu es mort. Merci. Il nous reste une dizaine de minutes. Passons rapidement à d'autres sujets de l'actualité. Comme je l'annonçais dans le titre, Didier Assoba, il y a une nouvelle gouvernance, pour ne pas dire alternance, au mouvement olympique du Togo. Le Comité national olympique du Togo qui vient d'élire un nouveau président à la personne de la Makpaki. Oui, c'est l'issue de l'assemblée élective qui a eu lieu le samedi dernier à Lomé. L'assemblée, les travaux se sont déroulés de façon assez calme, hein, dans un calme total. Bien sûr, il y a eu un suspense de bout en bout, parce que au niveau du CNOT, enfin de l'ex-CNOT, donc CNO Togo maintenant, l'élection c'est pas une élection par liste, mais c'est une élection au niveau de chaque poste, et donc ce qui a fait durer un peu le suspense, mais au bout, Deladem Akbaki a été élu donc pour remplacer son ancien patron, et donc Kelani Azad Bayo, qui a fini ses mandats, et donc Deladem Akbaki, qui connaît déjà la maison puisque ancien secrétaire général donc du CNO Togo, connaît bien la maison, et pourra continuer à faire ce qu'il a eu à contribuer à aider l'autre équipe à faire déjà. Et donc voilà, bonne chance au nouveau président. Merci à Akbaki qui l'a emporté avec 24 voix contre 21 à son challenger Ona Germain. On peut dire que Ona Germain vient encore d'échouer à une élection dans le sport, mais il peut faire comme Abraham Lincoln, ne jamais abandonner. Son tour viendra un beau jour, pourquoi pas. Alors rapidement sur cette élection, le journal du Togo qui écrit Deladem Akbaki à la tête du CNO Togo, c'est fait. Autre journal, Méga Info, plutôt l'audience qui écrit Deladem Akbaki élu à la tête du CNO Togo pour mieux faire. Pendant que je me perds un peu dans mes papiers, voilà le détective qui écrit, lui, Deladem Akbaki prend les commandes du CNO Togo. Togo Matin qui voit en Deladem Akbaki pour relever les défis olympiques du Togo. Et enfin, le détective qui nourrit l'espoir de voir une nouvelle flamme à la tête du CNO Togo avec le nouveau président Akbaki. Oui, Uriel? Moi, je suis optimiste pratiquement sur tous les domaines sauf le sport. Quand il s'agit d'une élection, d'une assemblée élective au niveau du sport, que ce soit la FTF, le CNOT, c'est du bruit avant et pendant. Juste après, c'est le silence. Vous allez voir, ils seront là jusqu'à la fin de leur mandat. Ce bruit que vous avez entendu il y a 2 semaines, jusqu'hier, c'est la fin. Vous allez attendre des trophées greffés enfin, vous n'aurez rien. Ce sont des assemblées électives qui font trop de bruit. Et juste après, c'est le silence. Ça bon. Eh bien, on verra si Akbaki aussi aura fait du bruit pour rien, ou bien s'il aura pu permettre au sport togolais de récolter quelques trophées d'ici là. Passons maintenant à la loi de finances, dont le Togo s'est doté depuis vendredi. Les députés ont voté, je crois, à l'unanimité le projet de loi de finances. Et naturellement, beaucoup de journaux en parlent ce matin. Commençons par Togo Matin, qui écrit vote d'un budget 2021 qui devrait consacrer la relance post-Covid-19. Autre journal, l'audience, qui écrit un budget aux dépenses à forte teneur sociale en hausse. Et Nouvelle Opinion également,
qui parle de la relance dans les secteurs de développement. Relance dans les secteurs de développement, c'est la grande priorité de ce budget. Alors pour l'essentiel, on apprend que le budget se chiffre à 1521,6 milliards, en régression de 7,1% par rapport à l'exercice 2020 qui se chiffrait à 1638 milliards. Et comme nous en parlons depuis plusieurs semaines, la priorité est donnée au secteur porteur du développement. Les ministres qui voient même leur budget réduit de près de 20%. Et comme c'est un budget programme, le défi maintenant, c'est de voir si ce budget sera effectivement consommé et de quelle façon. Didier Assogba. Oui, bien entendu, le budget, qu'on l'élabore, qu'on l'adopte, pour moi, c'est pas l'événement. En fait, l'événement, j'étais à l'Assemblée nationale le vendredi dernier, j'ai suivi les explications, les motivations et tout ce qui a permis d'arriver à ce budget-là et à ce montant-là arrêté. Le travail... Les techniciens qui sont généralement à la manette font un beau travail dans l'ensemble. Et comme on a dit, d'ailleurs, le gouvernement décide de réduire les trains de vie de l'État, partir de 1600 et quelques milliards pour revenir presque à 16% de diminution. Je pense que c'est déjà un signe fort. Et qu'on augmente le budget de la santé. Pour une fois, cet appel-là a été entendu, qu'on augmente du côté dans les dépenses, dans les programmes qui vont permettre de relever le niveau social, d'accord. Mais le grand défi, c'est l'exécution du budget. Et moi, ma crainte, c'est que courant l'année, qu'on parte assez rapidement dans les collectifs budgétaires parce qu'on n'a pas pu prendre en compte tel ou tel domaine ou telle situation assez sérieuse. Et donc voilà, et que surtout que les ministres sont responsabilisés aujourd'hui et qui sont aujourd'hui à leur niveau en ce qui les concerne au niveau des départements, les ordonnateurs donc des budgets. Il faut que jusqu'à hauteur de 350 millions de francs CFA au niveau des ministères. Voilà, évidemment. Donc il va falloir que à l'heure du bilan, que chacun des ministres en ce qui le concerne puisse apporter les preuves, rendre compte généralement de la gestion du budget qui lui a été affecté au niveau de ces ministères-là, pour que le budget programme, comme on l'appelle, puisse être une réalité. Il ne suffit pas de donner des montants sur des programmes donnés et qu'à la fin de l'année, on récolte encore d'autres programmes sans pouvoir rendre compte de leur exécution. Nous terminons rapidement par quelques questions de gouvernance sur de proximité. Depuis hier, il y a les auditeurs du canton de Togolekopé, notamment au niveau de la gare routière, qui se plaignent de pénurie d'eau. La TDE qui n'arrive pas à fournir ses abonnés en eau au niveau de Togolekopé, au niveau de la gare routière. Vivement que ce soit corrigé. Autre préoccupation, notamment pour les habitants de Sagbado jusqu'à Segbe, c'est notre route. La route qui part de Adidogomedouane jusqu'à la frontière Segbe, c'est vraiment un parcours de combattants. Et le premier adjoint au maire de la commune Golfe 7, Siakou Komlan, se prononce, citation, « Nous sommes également préoccupés par l'état de la route. Il faut vraiment que les autorités qui sont concernées nous accordent une oreille attentive. » Nous parlons encore et toujours de la route de Segbe. Et qui parle de qui parle de la TDE également, parle des sociétés d'État. Et Uriel Aignan, votre journal produit un article intitulé « Incestueuses relations entre entrepreneurs et cadres des institutions de l'État, le phénomène de rétrocommission qui prend de l'ampleur, mieux comprendre le fonctionnement ». Un article très intéressant. En tout cas, c'est beaucoup. Oui, il fallait nous donner assez de temps. C'est vous qui avez pris beaucoup de temps sur le couvre-feu. Non, c'est le pasteur. Allez-y rapidement. Vous savez, Didier venait de faire un petit développement sur le budget actuel. Vous comprenez bien que la mise en exécution de ce projet
dépendra des compétences ou du manque de volonté des cadres, des institutions, des ministères de notre pays. Vous voyez, lorsqu'il y a un ministère ou une institution, une société ou une entreprise de l'État dont les cadres sciemment attendent des entrepreneurs qui gagnent les marchés, qu'on leur précise les rétrocommissions, les commissions qu'ils auront à prendre après l'exécution du marché. Avant même qu'ils signent le marché. Avant même qu'ils signent le marché, vous voyez que ce budget-là va souffrir. Ils vont le mettre en œuvre, le budget, mais vous vous rendrez compte que les travaux pour lesquels le budget est dédié, on sortira avec une mention médiocre à la fin de l'année. Parce que les rétrocommissions dépassent même les fonds alloués pour l'exécution des marchés. Donc, vivement que les ministres, les responsables, les juges, tout le monde, tous ceux qui sont concernés, face à telle enseigne que l'exercice budgétaire 2021 ne connaissent pas vraiment, ou bien connaissent le moins ce phénomène ou cette pratique diabolique. En tout cas, vous sonnez l'alerte quand vous écrivez que plusieurs cadres des institutions, entreprises, sociétés publiques constituent d'énormes obstacles dans la mise en œuvre des processus d'exécution des tâches à exécuter. Et les noms sont cités: la CET, la TDE, Togocom, Garage Central, Ministère de l'Agriculture, Direction des Travaux Publics, Ministère des Sports, les directions régionales des travaux publics, la direction la DTRF, la direction des transports routiers ferroviaires, le CASEF, l'INAM, l'ARMP. Voilà les sociétés et institutions que le journal épingle comme faisant souffrir les entrepreneurs de rétrocommission. Dans le même temps, c'est la APLUSIA qui a rendu public les résultats de l'étude qu'elle a commanditée, qui a porté sur la perception de la corruption, l'expérience en matière de pratique de corruption, les pots de vin versés par la population aux agents et entreprises publiques. C'est les axes autour desquels le résultat a tourné. Et c'est l'étude qui acte que la corruption serait plus courante parmi les agents publics que ceux du privé. La corruption fait intervenir d'un côté les initiateurs constitués des riches, à 77%, des hommes puissants tels que les ministres, les préfets ou les magistrats, 57%. Les composants de la société qui cèdent le plus à la corruption sont les agents de la justice, 70%, les financiers, les comptables, etc., etc. Tout cela appelle la première ministre à plus de vigilance que le budget 2021 soit effectivement exécuté sur des projets et des programmes que chacun aura soumis. Faute de temps, je ne peux pas vous donner la parole là-dessus. Les auditeurs, vous avez pris beaucoup de temps sur le un clin d'œil à nos annonceurs, puis nous revenons. Eh bien, nous revenons ici pour nous connecter avec vous. Le débat était riche, notamment sur la riposte à la COVID-19, particulièrement les mesures prises pour le couvre-feu. Mais on a pu parler également de l'alternance au Comité national olympique du Togo et surtout ces articles du confrère Méga Info qui alertent encore une fois sur les poches et les nids de corruption au Togo. La parole est à vous. Premier auditeur, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Michel, Tibé Amani. Ok, nous vous écoutons. Monsieur le pasteur a posé une question, moi de la réponse. Il a posé la question de savoir si c'est l'ami que le plus seul de plus. Oui. C'est pas le plus qui sont l'ami de plus, c'est les gens. C'est la population. Moi, ce que je passe dans la nuit, moi j'ai fait finir cette pendant 16 ans. Dans la nuit, si vous voyez ce que je passe là, même vous voyez les filles qui travaillent la nuit là, ils ne travaillent pas la journée. Ils voient une fille de convoi qui les demande au Léa. Ils me disent, non, moi je travaille, mais au doigt. Est-ce que vous comprenez? Si moi j'étais à la fin du gouvernement, j'allais amener le gouvernement à 20h. Je me dis la vérité, si moi je n'aime pas les discussions de plus la nuit, c'est les hommes. Merci. Il ne faut pas encourager les jeunes de faire de n'importe quoi. Vous les journalistes et le pasteur, il faut vraiment mobiliser les gens et ne pas faire de n'importe quoi. Même si on fait la fête cette année normalement,
Dieu passera contre nous. Dieu peut même que la maladie là existe et ne faut pas qu'on fait cette année. Merci l'ami, sauf que il y a quand même une économie de la nuit. Quand on fait le couvre-feu, certaines personnes ont pris de leurs ressources de survie. Ça aussi, il faut en tenir compte. Le suivant, bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? Monsieur Dado, ça. Ah oui, monsieur Dado. Oui, vous avez parlé de la TD tout à l'heure là. Oui. Oui, ça, pardon. Le chef d'État a donné l'ordre depuis mars. Et le chef d'État me dit, il y a une vieille me voit tout à l'heure, me dit qu'elle va mourir avant de prendre cette eau-là. Est-ce qu'il ne peut pas faire, on attend l'enlever? Non, ça, c'est pas possible. Depuis mars. C'est quoi ça? On va boire, non? Oh. Merci. Nous rappelons la TDE que l'eau c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans eau. Que la TDE s'active au niveau du tableau-cope un peu là où tous les avons des problèmes. Que la TDE quand même leur fournisse de l'eau. Le diffère suivant, bonjour. Oui, c'est monsieur. Oui. Franchement, j'ai dit que le gouvernement a beaucoup favorisé l'église. Si moi je m'attends, moi je souhaiterais plutôt que les rues soient fermées. Oui, ça va surprendre déjà. Oui, évangéliste, hein? Oui, seulement il défendait toujours la méthodologie sur cette antenne. Oui. On peut dire ça. Le 31, par exemple, tout le monde va à l'église. Alors que tous les présidents de l'église ne sont pas honnêtes. Imaginez le jour où il y a affluence. Or, les dimanches, on fait du Christ avec la capacité. Est-ce que le jour du 31, on va faire de l'équité? Et l'église sera pleine. Donc, tout on est chrétien intéressé dans ce moment, invoquer Dieu. Ce n'est pas bon. Et maintenant, je vais finir en disant que, franchement, la manière dont les pasteurs avaient défendu la révolution de Togo et la manière dont ils défendent le 31, le 24 décembre, vraiment ça semble que les gens défendent des intérêts et non des principes. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, nous parlons seulement principe et valeur. Oui, suivant, bonjour. Allô? Oui, c'est monsieur? Nous vous attendons la voix trop basse. Parlez directement dans votre microphone. Oui, c'est Sylvain. Oui, Sylvain, ok, allez-y. Oui, quand moi je venais à présenter un peu ce qui s'est passé à Tamba là. Oui. Oui, allez-y, Sylvain. Apparemment, il va être parti. C'est lui qui prend la place, bonjour. Allô? Oui. Bonjour, mon directeur. Papa Sebiti. Bonjour, le plateau. Bonjour à vous. Ce que je voudrais demander à tous les Togolais, c'est de la patience. Quand ils ont une idée à avancer, il ne faut pas qu'ils se nervent. La nervosité n'arrange rien. Parce que ce dont vous parlez, c'est toujours là. C'est Dieu qui sera. Donc il ne faut pas qu'ils se nervent. On voit les gens crier, s'agiter doucement. Alors, suivons la volonté de Dieu. Merci beaucoup. Je vous en prie, Papa Sebiti. Merci toujours aujourd'hui d'avoir fait très bref. Le suivant, bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur. C'est monsieur Baptiste de Ferrand. Oui, allez-y. J'aimerais féliciter le gouvernement pour avoir mené le couvre-feu. Parce que sans le couvre-feu, on ne pourrait pas imaginer ce qui va se passer après. Vous l'avez vu. Ce qui va se passer après Tabassi. Moi, je tiens à féliciter le gouvernement. Merci. Je vous en prie. Le suivant déjà, Luc, bonjour. Oui, alors, bonjour. Oui. Oui, c'est Papa Devi. Ok, allez-y. Oui, moi je suis pour le couvre-feu. Mais seulement, peut-être certaines choses qui ne sont pas aussi bien réglées, bon, il n'y a pas de problème, on va faire avec, il n'y a pas de problème. Oui. Bon, ma deuxième préoccupation, je voulais parler à mon frère en Christ, qui a parlé de l'église catholique, les textes et tout ça qu'on sort là. Oui. Moi, j'aurais voulu qu'il fasse l'économie de ces propos, parce que je ne vois pas le rapport entre le couvre-feu et la tête à l'église catholique. Si peut-être le prêtre a parlé, il a peut-être dit d'une façon peu biaisée, mais pas dire qu'il se plaint parce qu'on ne va pas le cotiser. Donc il faut qu'on fasse l'économie de certaines choses pour pouvoir avancer à cause du Covid aussi. Merci bien. Merci, Papa Devi. Bonjour. Bonjour.
Bonjour le plateau. C'est monsieur On a vu dans les vies. Nous écoutons. Les États-Unis à propos du couvre-feu. Oui. Mais je me demande pourquoi le gouvernement fait le couvre-feu tant que le gouvernement permet les banques de nuit pour interdire les gens d'aller à la plage. Il interdit aux gens de rester jusqu'à minuit à l'église. Non. En temps normal, c'est 22h. Et seulement le bonus de 23h dans la nuit de 24, 25 et 31 décembre. Pourquoi ça? Parce que quand les gens, l'église, tant que les bars, tout ça sont fermés, les gens qu'après le disent, où est-ce qu'ils vont aller? Le gouvernement même a fait la restriction du mouvement de la population. Il devait laisser les bus se dérouler normalement. Après le bus, les gens vont rentrer directement à la maison. Donc, le couvre-feu là vraiment, bon, peut-être qu'ils ont dit sur le chemin, sinon moi je ne vois pas l'importance du couvre-feu. On va soulever la roche pour voir l'anguille qu'il y a dessous. L'auditeur souvent, bonjour. Oui. Monsieur le président. Oui. Merci d'avoir pensé à la population de Akato, de Chine. Donc, le débat est également au gouvernement spécifique de santé à nous. Oui. Merci beaucoup. Là, ma population est et je me demande pourquoi la quinzaine commerciale. Pourquoi la quinzaine commerciale. La population. Alors que aujourd'hui, la population se réserve dans le métier de paille et de transport, qui ne peut pas faire de commerce. Donc, ça veut dire que le gouvernement crée profit et la population fait le jeu. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a un contraste là-bas. Pendant qu'on fait la quinzaine commerciale, on ferme les bars, on décolle de couvre-feu. Seulement, il faut rappeler que à la quinzaine commerciale, il n'y a que 64 stands qui sont ouverts sur plus de 200 l'année passée. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour le plateau. Bonjour à vous. C'est monsieur? C'est monsieur Armand. Armand. D'abord, c'est juste pour saluer concernant l'adoption du budget de cette année, la réduction du train de vie de l'État. On constate que au moins cette fois-ci, le gouvernement n'enlève pas dans la poche de ce qui va revenir aux citoyens, mais dans cette autre poche, c'est déjà une bonne chose à saluer. Aussi, en revenant sur le couvre-feu, il faut que les gens puissent comprendre une chose que il ne sert à rien de faire l'abondance et après trouver la mort et le désarroi. Il faut que les uns et les autres puissent faire ce dont ils sont responsables, c'est-à-dire concernant les citoyens, respecter les lois et les principes de l'État. Merci. Et surtout les forces de l'ordre. Mais nous sommes tous des hommes qui essayent de comprendre les gens. Merci. Je peux servir avec ce que le ministre nous a rappelé à nous tous hier. Il est 12h20. Merci de nous avoir enrichis par vos contributions. Nous revenons ici au studio. Alors, c'est très serré. Je vais vous trouver chacun 1 minute pour réagir rapidement à ce que vous avez entendu de la part des auditeurs. Pasteur Edo Komi. Non, juste pour dire que j'ai écouté les uns les autres. Quant à ce qui me concerne, c'est la vie. Dans la vie de l'église ou des lieux de culte par rapport au coronavirus. J'estime encore une fois encore que ce qui devait être fait avec tout ce que nous avons suivi cette année, les témoignages, les actions de grâce peuvent être organisés dans les lieux de culte, dans les lieux de culte, et je le dis plus haut, que les lieux de culte n'ont jamais été un foyer de contamination, ne le seront pas, parce que c'est des positions bien assises, avec la distanciation sociale bien respectée. Quand vous rentrez dans une église, dans un lieu de culte, quand même, surtout pour les églises, on voit quand même qu'il y a une certaine responsabilité, et cela ne pourrait jamais être un lieu où on va estimer quand même que cela sauf que à certains moments d'adoration dans les églises, avec toute la ferveur, les danses, heureusement que depuis là, il n'y a plus d'adoration comme avant.
il n'y a plus d'adoration comme avant. J'espère qu'il en est des prières juste où vous restez sur place et vous priez. Merci beaucoup. Vandelin Moupé. Oui, tout à l'heure, il y a un auditeur qui a réagi, mais sa réaction était hors sujet. Il dit que je parle de cotisation en lien avec le couvre-feu. C'est pas ce que j'ai dit. C'est en lien avec la ferveur dont le pasteur parlait. Que cette ferveur-là, quand elle dure 8 heures de temps, pour certains, c'est pour raqueter les choses. Je ne sors pas un seul de ce que j'ai dit, parce que beaucoup de gens pensent comme moi, mais ils ne sont pas suffisamment fous comme moi pour l'exprimer. Et ils ne disent pas exactement ce qu'ils disent, n'est voilà, pas parole d'évangile. J'ai même temps dit. Alors, le tour de la minute, Uriel Enyang. Bon, vraiment, je tenais à revenir sur la journée de reconnaissance à Dieu. Il y a quelque chose qui ne m'a pas tellement intéressé, comme il y a le pasteur ici, je vais le dire, peut-être qu'il me dit. Vous avez une minute, allez-y. Oui, une minute, c'est suffisant. Vous voyez, les gens disent qu'ils sont reconnaissants à Dieu parce que Dieu a épargné de notre pays le pire que les autres pays vivent. C'est-à-dire par rapport à la COVID. Les gens ont dit ça? Oui, bien sûr. Que Dieu leur pardonne. Justement, par rapport à la COVID-19. Cela ne veut pas dire que là où la COVID menace, cela ne veut pas dire que Dieu ne les aime pas. Non, pas du tout. Il faut éviter ces comparaisons dans les prières. Et surtout, si la France, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, nous sommes pauvres ici. Ça veut dire que de ce côté-là, Dieu ne nous aime pas. Ceux qui sont riches, Dieu les aime. Merci. Nous sommes tous enfants de Dieu au même niveau. Didier Assogba. Bien entendu, moi je voulais juste souligner et préciser que quand on fait le plaidoyer que la nuit du 31 soit laissée et qu'on puisse aller normalement à l'église pour observer les cérémonies du lien entre l'ancienne année et la nouvelle année, ça n'a rien à voir avec de l'argent. C'est à chacun sa conviction intime et je ne veux pas rentrer dans les détails spirituels et religieux ici. Et donc c'est un plaidoyer qu'on fait. Si le gouvernement peut faire des dérogations par rapport à certaines situations, je pense que le sacré. Les leaders religieux connaissent les portes qui conduisent au ministre. Parce qu'il faut dire qu'il y a certaines choses qui vont se faire le 31 Professeur Kassankognon, qui ne seront pas empêchées. Oui, bien sûr. Professeur Kassankognon. Beaucoup de choses. Je voudrais dire merci pour l'invitation d'abord, et puis dire rendez-vous le 4 janvier pour savoir si ces mesures-là ont porté des fruits. Parce que pendant longtemps, je l'ai dit au début de mon intervention, nous avons essayé de faire la sensibilisation dans le Grand Lomé et le nombre de cas continue par augmenter. Espérons que le 4 janvier, nous aurons des statistiques qui nous donnent des chiffres. Merci. Qui nous permettent d'espérer. Merci beaucoup. Pour ce qui est des cartons, la technique, on peut y aller. Alors, très rapidement, votre carton, Uriel Enyang, juste le carton, la couleur, le destinataire. Non, franchement, je n'ai pas de carton. Vous passez. Merci. Didier Assogba. Normalement, je n'ai pas de carton, mais si je devrais en avoir, il doit être de couleur vert. Et c'est pour qui? Non, pour le gouvernement, pour ce que le gouvernement pourrait possiblement refaire. Merci. Le gouvernement qui est intelligent a compris. Vandelin Moupé. Carton rouge. À qui? À tous les dirigeants africains, parce que les Blancs, ils ont fabriqué un virus, ils nous l'ont imposé, et maintenant tout le monde, comme les Blancs en meurent massivement, tout le monde oriente les budgets vers Covid-19 seul. Et l'état de nos hôpitaux est complètement négligé. Alors que nous mourons des pathologies, oui, le diabète, les tous tensions, les dirigeants africains. Pasteur Edo, votre carton? Carton carton vert. À qui? À la conscience humaine. Carton vert à la conscience humaine. Ça, c'est celui de philosophie, ça. Professeur Kassankognon. J'ai aussi un carton vert pour ces auditeurs qui ont approuvé les mesures qui ont été prises par le gouvernement et je leur demande de continuer par sensibiliser à leur alentour pour que cette maladie nous vienne à bout. Merci. Didier Assogba se joint à moi pour décerner un carton vert à Wanep Togo, qui a organisé la cérémonie de ses 18 ans le samedi dernier. West Africa Network for Peace Building, le réseau ouest-africain pour l'éducation de la paix. 18 ans pour construire la paix au Togo. Wanep Togo y travaille et bon vent à cette ONG. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain mardi à 11h. Si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. Mais continuons à respecter les gestes barrières, continuons à célébrer la vie.